Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Meurtre de la petite Liana, la justice française a-t-elle failli? La police également. Le principal suspect avait déjà fait l'objet de plaintes et de signalements pour viol et agression sexuelle sans aucune garde à vue. Y a-t-il un déni dans les institutions? Comment mieux protéger les enfants et écouter la parole de ces enfants et de leurs parents? Avec nous pour en parler, Johanna Smith, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, vous avez travaillé 15 ans durant pour la prévention de la récidive auprès d'agresseurs sexuels. Avec nous également Jean-Christophe Boyer, bonsoir. Vous êtes avocat de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée. On commence avec vous, Maître Boyer. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire, alors que de nombreux citoyens français sont sidérés et que cette sidération dépasse largement les frontières de la France? Vous, vous dites clairement que vous n'êtes pas surpris. Non, malheureusement, on n'est pas surpris pour la bonne et simple raison, c'est que les défaillances, les manques de moyens, le fait qu'il y ait un manque de coordination entre les parquets, qu'il manque des officiers de police judiciaire pour traiter les plaintes dans des délais qui soient raisonnables, c'est le quotidien en fait du travail dans un cabinet. Moi, je passe malheureusement mon temps à prévenir les victimes lorsqu'on dépose plainte, que le délai raisonnable pour avoir un premier retour, ce sera à 24 mois, que certainement avant même d'aller jusqu'à une confrontation, il se passera peut-être 3 ou 4 ans, et que dans beaucoup de cas d'ailleurs, il faut relancer sans cesse les dossiers. Non, mais ce qui frappe tout de même, c'est qu'on peut entendre la question des moyens, la question de la surcharge de travail, mais là, pourquoi cet homme n'est-il pas convoqué à la gendarmerie ou au commissariat? Avant de parler de la justice, d'abord, pourquoi n'est-il pas convoqué? Vous avez une suite de chaînes causales qui s'est déroulée sur le fait qu'il n'y a pas eu à un moment au parquet une prise de conscience et un tri pour prioriser ce genre de dossier. Quand vous avez la plainte de Béthune qui arrive au parquet de Auch pour être classée sans suite en janvier 2024, je ne connais pas le fond du dossier, imaginons qu'il n'y avait pas grand-chose à ce stade pour aller plus loin. En revanche, lorsque vous avez la plainte de la petite Rosa qui vient du parquet de Toulouse avec des éléments médicaux légaux dans le dossier. Au mois d'août. Au mois d'août, transmis tardivement par le parquet de Toulouse au mois d'octobre au parquet de Auch. Pourquoi, à ce moment-là, on ne fait pas passer ce dossier en priorité? Pourquoi, d'ailleurs, à ce moment-là, on ne réouvre pas le classement sans suite de la plainte de Béthune? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grave problème de moyens, mais également, je ferai une comparaison avec l'hôpital. On manque de moyens dans les hôpitaux. Mais quand vous arrivez aux urgences, il y a un tri qui est fait. Vous ne prenez pas un ticket et vous êtes géré dans l'ordre d'arrivée, sinon il y aurait des morts. Là, ce qui nous pose problème dans ce dossier, c'est que visiblement, il y a des défaillances sur le fait de trier et de prioriser les dossiers. Johanna Smith, pour commencer, qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire et quels sont les dysfonctionnements que vous repérez? Tout comme Maître Boyer, je ne suis pas étonnée. Alors évidemment, je suis choquée, mais je ne suis pas étonnée, malheureusement. On sait que les délais sont extrêmement longs. On sait que la plupart des plaintes pour violences sexuelles n'aboutissent pas à une condamnation et que la plupart des faits n'aboutissent déjà pas à une plainte à l'origine. Entre autres parce que les délais sont si longs et parce que les investigations sont aussi assez violentes pour les victimes, avec une remise en question de leur témoignage, a fortiori encore plus quand il s'agit d'un enfant. Alors, moi, ce qui m'étonne finalement, c'est qu'à chacune de ces affaires, de nouveau, ça fait scandale, de nouveau, on s'en étonne, de nouveau, il y a des déclarations politiques et qu'en fait, au bout de quelques semaines, ça retombe comme un soufflet et il n'y a plus personne qui se mobilise. Et c'est vraiment là qu'il y a besoin de mettre de la continuité, en fait, qu'il y ait des associations de victimes, des associations de parents d'élèves aussi, si je pense au périscolaire, pour élargir, qui s'impliquent et qui maintiennent la mobilisation pour que ces affaires soient suivies de mesures. Johanna Smith, vous dites plus on intervient vite sur les comportements problématiques repérables, plus c'est dissuasif, c'est ce que vous pointez souvent, vous qui avez travaillé donc auprès d'auteurs de violences sexuelles. Pour vous, il est essentiel, dès les premières marches franchies, de stopper net pour éviter l'escalade et ce qui s'est passé dans la tête de cet homme qui a cru bon aller jusqu'à tuer une enfant de 11 ans.
Bien sûr, alors il n'y a pas de risque zéro. Néanmoins, ce que l'expérience auprès des agresseurs m'a appris, c'est que quand il y a une plainte ou même une menace de plainte, qu'il y a une alerte, qu'il y a des parents qui ont dépisté quelque chose, c'est quand même très dissuasif. Et ça, c'est pas forcément dissuasif pour toujours, mais ça met l'agresseur sur le qui-vive et ça arrête, ça réduit les violences pendant un certain temps. Alors juste, je reprends ce que je viens de dire, puisque j'ai dit l'homme qui a, il est évidemment présumé innocent. Jérôme Barella, et d'ailleurs j'ai une question pour vous. C'est Édouard Durand, magistrat pour enfants et ancien président de la Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui le dit. Il dit la présomption d'innocence n'a jamais été conçue pour créer un système d'impunité des agresseurs. On en est là ? Alors, on en est là si on comprend mal le concept, qui est difficilement effectivement cernable. La présomption d'innocence, c'est le fait que la preuve de la culpabilité appartient à celui qui poursuit, c'est-à-dire au parquet. Mais il n'a jamais été dit que jusqu'à une décision définitive, on ne puisse pas avoir des soupçons et de faire des poursuites. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'enquête. Je rappelle quand même que lorsque vous êtes renvoyé devant un tribunal correctionnel, une cour d'assises, après une décision d'un juge d'instruction, ce qui n'est pas encore le cas dans ce dossier, c'est bien sur des éléments qui sont, dans le code de procédure pénale, le fait d'avoir des indices graves et concordants. Donc, oui, présomption d'innocence fait dire que personne aujourd'hui n'est condamné pour les faits, et M. Barella ne l'est pas, mais à l'évidence, l'enquête tourne autour de lui de manière suffisamment précise pour que l'on puisse s'interroger sur le cas de sa prise en charge et de ses antécédents. Juste pour rebondir sur la question que vous veniez de poser à madame, il n'y a pas seulement le... Oui, il n'y a pas de risque zéro si on intervient plus tôt. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne met jamais en alerte ces agresseurs, en leur disant qu'on les a repérés, on crée chez eux un sentiment d'impunité. Et on les encourage à aller plus loin. Ça, je vais faire une comparaison peut-être mal employée, mais un enfant, si vous lui dites en permanence qu'il y a des règles, mais que vous ne le rappelez jamais à l'ordre, bien évidemment, ça va de plus en plus loin. C'est la même chose. Si on ne fait rien en amont, il y a un sentiment d'impunité. C'est pour ça que notre association, dès 2023 et même 2016, avons fait une proposition qui était sur la table des différents ministres. Nous voulions que pour les plaintes concernant des victimes mineures, les enquêtes aient lieu dans un délai de 3 mois sur les éléments principaux pour qu'on n'arrive pas à des situations telles que l'on connaît avec ce drame. Vous parlez de la classe politique et des ministres. Gérald Darmanin, ministre français de la Justice, écarte toute idée de démission. Il dénonce une défaillante qui ne tenait pas à ses instructions. Il appelle à la mobilisation générale. Nous devons, en nous appuyant sur cette confiance, pouvoir avoir la mobilisation générale que je demande dans les prochaines semaines pour que nous puissions faire la vérité des chiffres aux Français sur ce qui ne s'est pas bien passé dans l'affaire de l'IANA, mais sur ce qui se passe mal et justement ailleurs. Est-ce que l'affaire l'IANA est une affaire de défaillance ponctuelle? Est-ce que c'est un mauvais process mortel qui nous amène là où nous en sommes? Ou est-ce qu'il y a de façon plus systémique de très nombreuses affaires comme celle-ci dans les cours d'appel et dans les parquets en France? C'est l'inspection qui le dira et c'est le travail que feront les procureurs généraux et je ferai toute la vérité sans rien cacher aux Français. Voilà donc pour la déclaration de Gérald Darmanin. En attendant les conclusions de cette enquête, ce qui est sûr, c'est que les chiffres en disent long sur ce fléau. Pascal Vesset nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir, on va d'abord commencer par l'ampleur du phénomène en France. Combien d'enfants, filles et garçons, sont victimes de violences sexuelles ? Les chiffres font froid dans le dos, on va le voir, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France, selon l'UNICEF, ce qui représente 160 000 enfants par an. Et ce qui est encore plus révoltant, 64% de ces affaires sont classées sans suite. Dans 2 tiers des cas, la machine judiciaire s'arrête là, la famille porte plainte et il ne se passe rien. Tous ces chiffres témoignent de la violence et de l'ampleur d'un fléau qui touche des millions de filles et de garçons, quel que soit leur origine et leur milieu social. Et autre constat, le nombre de plaintes augmente. La justice n'arrive plus à suivre ? La justice traite aujourd'hui près de 70 000 dossiers de violences sexuelles sur mineurs par an, selon les derniers chiffres des forces de l'ordre, contre 20 000 il y a 5 ans, soit une hausse de 45% en quelques années. Les tribunaux sont engorgés, les commissariats dépassés. Et ce qui choque
dans le cas de Jérôme Barella, c'est qu'il a été visé par plusieurs procédures administratives ou judiciaires concernant des violences sexuelles sur des mineurs entre 2017 et la disparition de Liana, mais aucune n'a abouti à une condamnation judiciaire. Dans la plainte pour viol sur une enfant de 10 ans déposée en août 2025, il n'a jamais été auditionné. Alors quel est le nœud, le cœur du problème, Pascal? Est-ce que la France manque de magistrats? Certains magistrats pointent un manque criant de moyens. La France ne compte que 3 procureurs pour 100 000 habitants, soit 4 fois moins que la moyenne européenne qui est à 12. Le ministre de la Justice, on vient de l'entendre, Gérald Darmanin, a lui-même reconnu des défaillances graves dans l'affaire Liana. Il a demandé aux procureurs généraux de rouvrir l'intégralité des plaintes impliquant des enfants, soit environ 70 000 dossiers. Et concrètement, il y a une réunion ce matin avec les procureurs généraux. Justement, Pascal, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est toute la question. Gérald Darmanin exige une mobilisation générale des magistrats. Il souhaite que ces 70 000 dossiers soient traités d'ici le 14 juillet. Mais les magistrats parlent déjà d'une injonction impossible à tenir. L'Union syndicale des magistrats dénonce une tentative de trouver des boucs émissaires rapidement. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet qui en dit long sur l'immense chantier. Johanna Smith, Maître Boyer tout à l'heure en plateau nous parlait de cette plainte déposée au mois d'août dernier. La mère de la petite en question dit: j'appelais la gendarmerie chaque lundi matin pour savoir où en était ne serait-ce que la recherche. Et au bout d'un moment, un gendarme m'a dit: si vous n'arrêtez pas d'appeler, on vous fera une main courante pour harcèlement. Est-ce que vous diriez qu'il y a un déni dans les institutions et que la parole des parents, des mamans et des enfants n'est pas assez écoutée? Oui, de toute évidence, le déni, il est bien connu, même s'il est quand même moins intense qu'avant du fait de la médiatisation de MeToo, d'un certain nombre de personnalités politiques aussi, publiques, qui ont témoigné d'avoir été eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Sur le terrain, la parole de l'enfant, elle a quand même encore assez facilement tendance à être remise en question, que ce soit parfois par les parents eux-mêmes ou par les professionnels, les instituteurs, d'autres adultes proches, et encore plus malheureusement en justice. On a vu il n'y a pas longtemps, il y a eu des auditions à l'Assemblée nationale concernant la notion de dissociation traumatique, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de victimes réagissent par une forme de sidération et de soumission face à des situations de danger extrême comme le viol par exemple. Et ça, c'est typiquement une zone qui souffre de beaucoup de méconnaissances, et un certain nombre de professionnels ne connaissent pas ces mécanismes et vont prendre ces réactions de soumission comme des réactions de consentement, alors que c'est radicalement différent, pour prendre juste un exemple de point qui a besoin d'être approfondi. Ouais. Juste, Johanna Smith, tout à l'heure j'évoquais le magistrat Édouard Durand qui dit aussi: nous avons des données de la littérature scientifique qui montrent qu'un pédocriminel peut faire jusqu'à 150 enfants victimes ou commettre jusqu'à 2000 viols sur un même enfant. Dites-nous quelles sont les pistes selon vous qui vous semblent prioritaires. Vous évoquez souvent, on le disait, une refonte de la formation des professionnels, qu'ils soient de justice, de santé, d'éducation. Il faudrait vraiment travailler de manière transversale. Et d'ailleurs, c'est aussi un travail que chacune et chacun d'entre nous, citoyens, devrait aussi pouvoir faire. Tout à fait. Pour pouvoir se protéger d'un danger, encore faut-il connaître le risque, connaître le danger. Donc ça nécessite un niveau minimum de formation et d'information des professionnels, mais aussi des parents, sur tout simplement des situations à risque, les profils à risque, sur les mécanismes d'emprise, les stratégies d'emprise. Il faut savoir que 1% seulement des violences sexuelles à l'encontre des enfants sont commises avec violence physique. Donc ça veut dire que dans la très très grande majorité des cas, il y a une approche progressive avant le passage à l'acte sexuel. Et ces signes de l'approche progressive de la mise en place de l'emprise, ce sont des choses qui peuvent généralement être repérées. Donc avoir des bonnes informations sur les modes opératoires, les motivations, les processus mis en œuvre par les agresseurs, ça aide déjà beaucoup au repérage. Et puis le deuxième point, c'est quoi faire quand on a des doutes, quand on a des révélations, vers qui se tourner. La plupart des professionnels et encore plus des parents ne savent pas vers qui se tourner, et généralement le 119 est complètement saturé. Ouais. Donc même quand il y a des choses qui sont dépistées, que la parole de l'enfant est prise au sérieux, il faut qu'il y ait un relais au niveau de la société de ces situations de doute et de questionnement. Merci Johanna Smith. Il nous reste un peu moins d'une minute. C'est vrai que cette affaire survient aussi quelques mois après. Enfin, depuis novembre, on a des révélations. Il y a eu l'affaire aussi de toutes les agressions sexuelles dans le périscolaire à Paris et pas qu'à Paris, hélas. Votre dernier mot pour conclure, vous qui portez la voix de l'enfant bleu. Alors, déjà d'écouter les professionnels comme Madame à l'instant qui dit des choses qui sont totalement
essentiels à comprendre et pourtant qui ne sont pas évidents même au sein des professionnels aujourd'hui. Et puis, même pour clôturer mon propos, je dirais, c'est bien gentil les commissions d'enquête. Les problèmes, on les connaît. Votre journaliste tout à l'heure a exposé les chiffres. Donc si vous voulez que le travail soit fait, il faut avoir des moyens humains, des procureurs, des magistrats, des officiers de police judiciaire. Ce n'est pas des commissions d'enquête qu'il nous faut, c'est des comités de suivi. On passe aux actes. Les faits, on les connaît. Les défaillances, elles sont connues. Je pense aujourd'hui, si les Français sont choqués, c'est qu'ils n'apprennent pas la situation dans laquelle est notre justice. Ils savent très bien, souvent la plupart de ces gens-là voient très bien qu'au niveau des policiers, ils sont dépassés. Mais par contre, ce qui nous manque, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune réponse politique en nous disant on passe aux actes. Merci beaucoup, maître Jean-Christophe Boyer, avocat de l'Enfant Bleu. Merci également à vous, Johanna Smith, psychologue clinicienne, d'avoir été avec nous et pour vos clés de réflexion et de compréhension pour avancer enfin dans ces tragédies